L'Orient est plus ou moins l'Asie, l'Occident est plus ou moins l'Europe. La mentalité occidentale ou européenne est celle propre à tous les Européens pris dans leur ensemble, y compris les Américains, les Australiens, tous ceux qui habitent même en dehors de l'Europe. Le fait qu'ils se soient transportés ailleurs n'empêche pas le maintien d'une certaine mentalité. Le changement de milieu peut déterminer à plus ou moins longue échéance un certain changement de mentalité. Ainsi, chez les Américains, comme le rappelle Guénon, on remarque le développement poussé à l'extrême de quelques-unes des tendances qui sont constitutives de la mentalité européenne moderne. La population actuelle en Europe s'est forgée par un mélange de différents groupes ethniques. Qu'elle soit plutôt acquise que primitive, on ne peut pas nier qu'il y a une unité des différentes populations européennes. Il y a une mentalité particulière pour chacun des peuples d'Europe, mais il y a aussi, il faut le voir, une mentalité commune à tous les peuples qui vivent en Europe. Il y a un fond commun auquel elles semblent se superposer. Ce sont comme des espèces d'un même genre. Parmi les éléments qui ont joué un rôle prépondérant pour l'affirmation de cette mentalité européenne, il y a évidemment l'influence grecque, gréco-romaine. Elle est à peu près exclusive en ce qui concerne les points de vue philosophiques et scientifiques. Je parle ici, pour reprendre René Guénon, de l'influence grecque. Pour l'influence romaine, elle se remarque surtout pour les conceptions de l'État, du droit, le social en général. Les Grecs ont eux-mêmes influencé les Romains. Au niveau du point de vue religieux, il y a évidemment une influence judaïque. C'est un élément extra-européen dans son origine qui est constitutif de la mentalité occidentale actuelle. En Orient, il n'est pas possible de parler d'une seule race orientale ou d'une race asiatique. Il y a beaucoup de différences ethniques. Comme l'explique Guénon, il y a donc des civilisations orientales. Évidemment, tout cela est très schématique, c'est juste pour introduire le sujet. René Guénon parle d'une divergence qu'il y a eu entre les différentes civilisations orientales et occidentales. Ainsi, l'Antiquité classique est moins éloignée des civilisations orientales que ne l'est l'Europe moderne. On a l'impression que cette divergence a été toujours en augmentation à partir de la fin du Moyen-Âge et jusqu'à XXe siècle. Mais on dirait qu'aujourd'hui, l'Occident a de plus en plus sa marque sur l'Orient. Mais c'est peut-être uniquement superficiel quand on regarde les choses uniquement sur le plan politique ou des discours, des médias, etc. Concernant cette divergence entre Orient et Occident, il faut bien dire que c'est seulement l'Occident qui a changé, tandis que l'Orient demeure sensiblement tel qu'il était à l'époque antique. Selon René Guénon, l'immutabilité, la stabilité sont des caractères que l'on s'accorde assez volontiers à reconnaître aux civilisations orientales, à celle de la Chine notamment. Pour les Européens, c'est un signe d'infériorité, mais c'est relativement récent. C'est depuis qu'ils se sont mis à croire au progrès, à l'évolution, c'est-à-dire depuis approximativement le XVIIe, XVIIIe siècle. Du moins pour l'élite, parce que pour le peuple, cette croyance au progrès et à l'évolution est beaucoup plus tardive. Guénon trouve plutôt que c'est une marque d'équilibre, cette stabilité. La civilisation occidentale ne peut plus tellement y accéder avec cette soif du progrès. Parmi les petits faits qui le montrent, il y a par exemple l'existence de la mode. Cela n'existait pas dans les pays orientaux à l'époque où Guénon écrivait, c'est-à-dire il y a un siècle environ. L'occidental moderne apparaît donc comme essentiellement changeant et inconstant. L'oriental semble présenter le caractère opposé. Selon Guénon, la mentalité grecque, la civilisation grecque, n'a vécu que d'emprunt à l'Orient, y compris pendant l'Antiquité. Il y a eu des temps d'arrêt de la divergence entre l'Orient et l'Occident. Il y a eu même des époques moins éloignées où l'Occident a reçu de nouveau l'influence directe de l'Orient, la période alexandrine, et aussi ce que les Arabes ont apporté à l'Europe au Moyen-Âge, et dont une partie leur appartenait en propre tandis que le reste était tiré de l'Inde. Il n'y a pas eu que les mathématiques. La divergence a repris à la Renaissance. Selon René Guénon, et c'est un propos assez hétérodoxe pour notre époque, cette Renaissance fut une mort pour beaucoup de choses, surtout au point de vue intellectuel, mais aussi des arts. Il dit que le retour à l'Antiquité classique, c'est-à-dire la Renaissance, eut pour effet un amoindrissement de l'intellectualité, ce qui s'était déjà produit à l'époque chez les anciens Grecs eux-mêmes. À ce phénomène vint s'ajouter celui de la Réforme, la Révolution avec tout ce qu'elle représente dans divers domaines et qui équivaut à la négation de toute tradition, devait être la conséquence logique de ce développement de la Renaissance
donc c'est-à-dire d'une baisse de l'intellectualité et donc de la réforme également. À un moment de son livre Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, René Guénon se demande: cette divergence continuera-t-elle à aller en augmentant indéfiniment? Il pense que ce n'est pas possible. Près de 100 ans après qu'il a écrit, nous ne sommes guère plus avancés. Un préjugé classique à court en Occident, c'est celui d'attribuer aux Grecs et aux Romains l'origine de toute civilisation, y compris des civilisations orientales. Avec la puissance économique, la domination coloniale, les empires occidentaux, il y a eu une tendance énorme à considérer que les Européens étaient supérieurs aux Orientaux. Ils parlent de la civilisation d'une façon absolue, et non pas de des civilisations. La civilisation occidentale, avec ses caractères spéciaux, est une civilisation parmi d'autres, et l'évolution de la civilisation et le développement de cette civilisation particulière, selon René Guénon d'ailleurs, c'est une régression intellectuelle qui ne fait que s'aggraver jusqu'à nous. Voilà qui ne pourra que plaire à ceux qui pensent que le niveau éducatif baisse, que le niveau cognitif s'effondre et que les élèves sont de moins en moins bons. Mais évidemment, René Guénon a en vue des enjeux beaucoup plus importants et fondamentaux. Il ne faut pas tenir rigueur aux Occidentaux, et comme aux Grecs notamment, d'avoir diminué le champ de la pensée humaine. En effet, c'est une conséquence inévitable de leur constitution mentale, et ils ne peuvent être tenus responsables de cela. La civilisation grecque, c'est, selon ses admirateurs, l'individualisation des conceptions, la substitution du rationnel à l'intellectuel pur, la substitution du point de vue scientifique et philosophique au point de vue métaphysique, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ils ont peut-être été meilleurs dans la tendance pratique, au sens le plus ordinaire du mot. Cette tendance pratique devait aller en s'accentuant dans le développement de la civilisation occidentale, et elle est vraiment dominante à notre époque. Il y a une exception, le Moyen-Âge, qui était beaucoup plus tourné vers la spéculation pure. Une des preuves que les Occidentaux sont moins métaphysiciens que les Orientaux, c'est la comparaison de leurs langues respectives. Selon René Guénon, les philologues occidentaux sont incapables de saisir l'esprit des langues qu'ils étudient. Ils sont souvent boursouflés d'un complexe de supériorité. Quiconque s'intéresse avant tout et essentiellement à la connaissance des principes universels ne peut prendre qu'un médiocre intérêt aux sciences sociales. C'est le cas des Orientaux. Quand on sait d'une certitude mathématique, et même plus que mathématique, que les choses ne peuvent pas être autrement que ce qu'elles sont, on est forcément dédaigneux de l'expérience, car la constatation d'un fait particulier, quel qu'il soit, ne prouve jamais rien de plus ni d'autre que l'existence pure et simple de ce fait lui-même. Tout au plus, une telle constatation peut-elle servir parfois à illustrer une théorie, mais nullement à la prouver, et croire le contraire est une grave illusion. J'ai cité ici René Guénon. Les sciences expérimentales n'ont qu'une valeur purement accidentelle et contingente. La nature n'a jamais été pour les Orientaux que le monde des apparences. Sans doute c'était aussi une réalité, mais elle est transitoire et non permanente, elle est contingente et non universelle. Ainsi le naturalisme, sous toutes ses formes, ne constitue, aux yeux d'hommes qui seraient des métaphysiciens, qu'une déviation et même une véritable monstruosité intellectuelle. Ce sont les divers sens où on peut exercer l'activité mentale qui imprime à chaque civilisation son caractère propre. L'illusion du progrès est pour ceux qui ne connaissent qu'une seule civilisation, et ils voient ainsi exclusivement la direction dans laquelle elle se développe. Ils pensent qu'elle est la seule possible, et ne se rendent pas compte que ce développement sur un point peut être largement compensé par une régression sur d'autres points. La civilisation grecque est de date beaucoup plus récente que les principales civilisations orientales. C'est vrai en particulier pour l'Inde. L'enseignement oral a une place fondamentale dans l'Orient, alors qu'en Occident, il est assez méprisé. On ne jure que par l'écrit. Pour parler de l'Occident, on sait que l'enseignement des druides demeura toujours oral, même à une époque où les Gaulois connaissaient l'écriture, puisqu'ils se servaient de l'alphabet grec dans le commerce. Ainsi, l'enseignement druidique n'a pas laissé de traces authentiques. Ou c'est tout au plus si l'on peut en reconstituer plus ou moins exactement quelques fragments bien restreints. L'enseignement à la longue n'est jamais altéré par la transmission orale. Le maintien des connaissances est parfaitement réalisable aujourd'hui, on le voit, chez les peuples orientaux. La fixation par l'écriture n'a chez eux jamais entraîné la suppression de la tradition orale, ni été considérée comme capable d'y suppléer entièrement. On admet que les poèmes homériques, par exemple, n'ont pas été écrits dès leur origine. On l'admet aussi pour les chansons de gestes au Moyen-Âge.
Pourquoi donc ne voudrait-on plus admettre la même chose lorsqu'il s'agit d'œuvres se rapportant non pas seulement à la littérature, mais à l'ordre de l'intellectualité pure, où la transmission orale a des raisons beaucoup plus profondes? Parmi les grandes divisions de l'Orient, chacune a des mentalités et des caractéristiques bien distinctes. L'Orient proche, l'Orient moyen et l'Extrême-Orient, pour reprendre la terminologie de Guénon. L'Orient proche, c'est le monde musulman, l'Orient moyen, c'est l'Inde, l'Extrême-Orient, c'est la Chine, sont trois grandes civilisations distinctes et indépendantes. Le Japon se rattache à l'Extrême-Orient, dans la mesure où il subit l'influence chinoise, même s'il y a le Shinto, une tradition propre d'un caractère différent. Il y a aussi la civilisation tibétaine. La civilisation occidentale, à l'époque où elle était traditionnelle au Moyen-Âge, reposait sur la chrétienté. C'était son unité fondamentale. L'unité du monde musulman est également le mode religieux. La civilisation musulmane est intermédiaire entre l'Orient et l'Occident. Judaïsme, christianisme et islamisme se présentent comme les trois éléments d'un même ensemble avec la religion. En islam, c'est l'ordre social tout entier qui s'intègre dans la religion, alors que dans l'Europe actuelle, c'est la religion qui est un élément de cet ordre social. L'islam a une partie ésotérique et une partie exotérique extérieure. La civilisation hindoue comprend des races très différentes et donc son unité est d'ordre exclusivement traditionnel. Elle n'est pas du tout religieuse, elle est purement intellectuelle et essentiellement métaphysique. Pas de polarisation en extérieur et intérieur comme en islam. Seuls des gens qui n'ont rien compris à l'hindouisme selon Guénon peuvent prétendre le contraire. Quant à la civilisation chinoise, elle est essentiellement une unité de race. Les Chinois appellent le Zhen, conception que l'on peut rendre sans trop d'inexactitude par solidarité de la race. L'organisation sociale repose sur la famille. Il y a le culte des ancêtres, comme en une certaine mesure dans la cité antique, en Occident. En Chine, il y a donc une opposition à tout individualisme. Il n'y a pas de propriété individuelle. La famille joue un rôle aussi important que dans la société hindoue, la caste, dont il faut faire attention qu'elle n'est pas uniquement péjorative comme on le croit en Occident. Voici présenter très brièvement la question de l'Orient et de l'Occident, qui est une question centrale. Est-ce qu'elle est plus importante que la question de classe à notre époque? Est-ce qu'il faut étudier les phénomènes, les événements, méditer uniquement en partant du principe que ce sont la lutte des classes, les injustices sociales qui déterminent l'histoire? Ou bien est-ce qu'il faut réfléchir avec ce concept d'Orient et d'Occident? Évidemment, comme toute dualité, il faut chercher à la dépasser. Comme la lutte des classes est censée mener au communisme, selon les marxistes, le conflit entre Orient et Occident doit se résoudre par une solution, quelque chose de supérieur ou d'inférieur.